à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade Science. Eh bien, comme d'habitude, comme tous les mois, nous recevons Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Et nous allons parler de Science Ouest, du magazine Science Ouest qui est publié ce mois-ci, comme tous les mois d'ailleurs, mais cette fois-ci ça va être pour tout l'été, juin, juillet, août, c'est ça Marion hein? Oui, tout à fait, exactement. Donc vous avez le temps de le lire, tranquillement. Vous avez le temps de le lire, vous pouvez le digérer tranquillement. Voilà. Ce sera un rythme, donc vous avez 3 mois. Voilà. Et donc on va d'abord parler du dossier sur le sport. Et donc le sport, bien sûr... c'est un phénomène social, bien sûr. Il a commencé il y a bien longtemps, il y a 2000 ans. Il a été réhabilité, entre guillemets, en quelque sorte, en 1894. Et ensuite, eh bien, on a laissé peu de place, d'ailleurs, à la femme. On considérait que c'était de la virilité, etc., etc. Et puis, quand même, depuis les années 1948 à peu près, eh bien la femme participe. Je vais vous laisser parler ça, puis à la fin on parlera de l'avenir du sport et de son impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Voilà, on vous écoute Marion. Oui, alors effectivement, à l'occasion des Jeux de Paris de cet été, donc des JO, nous avons voulu parler du sport et c'est un sujet qu'on traite quand même régulièrement dans Science Ouest parce qu'il y a pas mal d'équipes en Bretagne d'équipes de scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Mais dans ce dossier, cette année, nous avons voulu parler du sport au-delà du corps, au-delà des muscles, au-delà de la performance et des records. Comment en fait le sport pourquoi et comment il est un fait social. Effectivement, donc on a remonté le temps, hein, comme on adore le faire. Donc je vais pas rentrer dans les détails, surtout que vous avez déjà donné pas mal d'éléments. Effectivement, il a évolué et donc on a posé des questions à un historien sur comment il s'est modernisé, hein, comment finalement on est passé d'une activité physique qui est devenue un outil éducatif qui s'est réglementé finalement, où il y a eu une organisation de championnat, tout est devenu justement plus grand, on va dire. Il y a eu une place donnée au sport avec une dimension plus importante. On a pensé à la performance justement, rationaliser la pratique, hiérarchiser finalement les sportifs. Donc voilà, on a parlé de tout ça, comment il s'est démocratisé justement et comment finalement les pratiques se sont diversifiées et comment il a pu très timidement se féminiser. Donc la place de la femme effectivement est importante, on l'a questionnée et elle se questionne encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore beaucoup de travail pour amener de l'égalité. Donc on est revenu sur certains épisodes, certaines anecdotes qui illustrent vraiment comment les femmes ont toujours dû se battre et continuent d'avoir besoin de se battre pour participer aux compétitions sportives et pour que ce soit aussi valorisé, je pense aux médias là aujourd'hui où il y a encore besoin de les rendre visibles. Voilà, donc ça c'est aussi une partie importante. On a aussi parlé... on nous montre le cas d'une championne qui lançait le marteau. On n'en a presque pas parlé. Elle était championne olympique. C'était en 1948. Exactement. On a aussi abordé la façon, on a interrogé en fait les scientifiques sur comment certains athlètes sont vraiment devenus des héros. Voilà, parce qu'il y a certains sportifs, je vais pas lister il y a beaucoup de monde quand même, mais il y a quand même pas mal de sportifs qui ont battu des records, qui sont devenus des héros dans nos sociétés et qu'on raconte de génération en génération. Moi aussi, aller un petit peu des exemples, je pense à Zidane, il y a Nadal aussi aujourd'hui, il y a Michael Jordan, enfin voilà, il y a aussi des femmes bien sûr. En fait, voilà, on a questionné comment on fait pour passer du champion au héros, et en fait, il nous explique qu'il ne suffit pas d'exceller, il faut aussi devenir exceptionnel. Voilà, c'est très intéressant. Je me rappelle d'un passage, on disait que même
dans un monde où la religion est en baisse, où la notion de Dieu est peut-être un peu en baisse, eh bien quelque part, certains ont besoin d'avoir des champions, de presque les idolâtrer pour donner plus un sens on va dire presque à leur vie, quoi. C'est ça. Et puis, pour le reste du dossier, on aborde aussi la question du dopage, comment le sport peut être une arme politique, comment il l'a été, comment il est aussi aujourd'hui. On parle des supporters aussi, comment parfois la violence, elle peut être dans les gradins ou ailleurs même que dans les gradins, mais voilà, il y a aussi des supporters qui supportent à l'extrême. Donc on a aussi interrogé les chercheurs sur ces questions-là. Voilà, on est vraiment sur comment le sport est un fait social, donc forcément ces thématiques-là ressortent. Et effectivement, pour finir, on s'est interrogé sur l'avenir du sport. Voilà, parce que le sport est à la fois victime et coupable de bouleversements environnementaux, changement climatique, et il ne peut pas échapper à une remise en question globale. Les scientifiques nous le disent bien. Il faut adapter les lieux, les pratiques sportives, ainsi que les modalités de l'événementiel, parce qu'aujourd'hui l'événement est très pointé du doigt en fait, parce que dès lors qu'il y a des grands événements sportifs nationaux, internationaux, forcément il y a un nombre très important de personnes qui se déplacent surtout en avion, et au-delà du déplacement, il y a aussi des choses à revoir au niveau de la construction des infrastructures, donc des matériaux que l'on utilise et qui sont souvent du béton, et qui est un matériau qui émet beaucoup de CO2, et puis évidemment tout ce qui est lié au fonctionnement, donc la climatisation en extérieur, l'arrosage des pelouses en période de sécheresse, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à revoir comme dans beaucoup de secteurs, et on ne pouvait pas s'interroger en fait. On est revenu sur les prémices du sport, les premières activités physiques, comment finalement il s'est démocratisé, mais quel est son avenir. Voilà, il y a quand même un grand point d'interrogation. Absolument. Et c'est quand même une activité, une pratique qui est très très importante. Tout à fait. Voilà, on n'a pas parlé de notre santé, mais c'est crucial de pratiquer santé. Du sport. Donc il faut pouvoir revoir ce secteur en profondeur pour pouvoir le maintenir et le préserver en fait, et pouvoir continuer à s'amuser, à se défouler, voilà, à se régaler aussi en observant et en regardant nos champions. Voilà. C'est vrai que la pratique du sport finalement, elle s'est démocratisée, et puis ça a été inscrit au programme dans les écoles dans les années 1900 à peu près, je crois. Et oui, je crois aussi. Finalement, l'école, le sport, c'est une école du dépassement de soi, d'essayer d'aller plus loin toujours, et c'est quelque chose qui ne peut que servir dans la vie, que ce soit pour faire des études ou entreprendre quoi que ce soit, toujours se dépasser, toujours aller plus loin, et le sport, quelque part, indépendamment des avantages importants pour la santé, est une école de la volonté et d'aller de l'avant aussi. Oui. On a fait le point là, alors c'est bon, on a fait je pense, c'est difficile on ne pourra pas tout dire. Il y a 7 pages, bien fournies, bien documentées, faut le lire, quoi. Voilà, donc ça c'est important. Deuxième partie, deuxième article, parce qu'il y en a bien d'autres. En tous les cas, on a sélectionné les chauves-souris, reines de la nuit. Eh bien, les chauves-souris, ce sont des chiroptères, c'est ça? Tout à fait, oui. Des mammifères. Ces petites bêtes, elles mangent des tas de choses. Elles ont des caractéristiques bien importantes. Je vais vous laisser Oui, alors c'est pour on a parlé des chauves-souris parce que c'est la période où, alors bon, en ce moment, il pleut beaucoup chez nous, donc on les voit peu, mais c'est quand même la période où on commence à les voir. Elles sortent quand vraiment la nuit commence à tomber. Je sais pas si vous les voyez un petit peu à la campagne notamment, mais voilà, on voit un petit peu, on les voit passer. C'est vrai qu'elles sont très rapides, très discrètes, mais quand même on peut les repérer. Donc on a voulu un petit peu leur accorder un peu de place dans notre magazine. Donc il y a une double page avec des photos où on
explique quels sont leurs modes de vie. En fait, l'idée c'était de faire un peu leur rencontre, de savoir qui sont ces reines de la nuit justement, comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles mangent, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, il y a plus de 1400 espèces recensées. 1400. Donc elles sont quand même différentes les unes des autres avec chacune leur spécificité. Donc voilà, on explique les différents caractères morphologiques qu'elles peuvent avoir, à quoi elles ressemblent finalement. Et finalement, on voit bien que ce sont des petites bêtes effectivement qui pèsent pas très lourd mais qui ont beaucoup de choses à raconter. Et on évoque bien sûr aussi les menaces qui pèsent sur elles. Je pense notamment à la destruction des habitats, alors que ce sont des espèces qui sont indispensables pour les écosystèmes. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre avec ces animaux qui sont parfois méconnus, qu'on peut imaginer un peu comme un animal diabolique, alors que pas du tout. Voilà, on apprend beaucoup de choses et surtout aussi comment les scientifiques peuvent les étudier. Voilà, j'en dis pas plus, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir aller un petit peu sur le terrain en cette période où elles sortent un petit peu plus quand même. J'ai appris aussi que le record de longévité chez une chauve-souris, ça a été 41 ans et qu'en moyenne en Europe ici c'est 5-10 ans. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Une remarque. Enfin, oui, surtout qu'un mammifère, plus il est petit, moins il vit longtemps. Et finalement, les chauves-souris, elles font un peu exception à la règle parce qu'elles adoptent des stratégies comme les grands mammifères. Donc, elles ont parce que souvent, quand un mammifère est plus petit, il vit moins longtemps, mais il compense avec une forte reproduction. Et les chauves-souris, elles n'ont qu'un seul petit par an, donc ça leur permet effectivement de vivre plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant aussi de les comparer avec d'autres groupes d'animaux. Oui, non, mais très intéressant. Enfin, le cas à lire aussi. Et puis ensuite, on aborde l'intelligence artificielle et la musique qui va permettre de détecter des erreurs éventuellement au niveau de partitions anciennes où il y a eu des erreurs éventuellement au niveau de l'impression. Voilà, vous pouvez nous préciser un petit peu ça? Oui, alors vendredi, vendredi, ce sera la fête de la musique et donc on a voulu parler de musique et il se trouve qu'à Rennes, il y a des spécialistes de la reconnaissance d'images et de documents qui sont en train de concevoir en fait une IA, donc une intelligence artificielle, qui est capable de lire et de comprendre une partition comme le ferait un musicien, un être humain. Mais ça permet en fait d'automatiser la reconnaissance du contenu et surtout la force de leur système. Alors c'est assez technique, on explique vraiment ce qu'ils font, je vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ce système, il permet effectivement de détecter des incohérences liées au défaut d'impression de vieilles partitions. Parce qu'en fait, ils analysent des partitions de la BNF, donc qui est la Bibliothèque nationale de France, et effectivement, ils ont finalement donné beaucoup d'informations à cette IA, donc ils ont fait des étapes d'apprentissage pour qu'elle puisse comprendre une partition. Voilà, c'est vraiment, on parle de deep learning. Il a fallu lui faire apprendre le solfège aussi. Voilà, exactement, parce qu'au-delà des notes, au-delà de ce qu'est une partition, il y a effectivement l'expression de règles. Et effectivement, on parle de solfège. Et finalement, c'est assez incroyable. Elle peut détecter une petite, par exemple, une note qui serait effacée sur la partition. Elle est capable de le détecter. Alors, on pourrait se dire, mais oui, d'accord, mais un musicien pourrait le voir, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'automatiser la reconnaissance du contenu. Et finalement, il y a un enjeu, ça peut vraiment être utile à des scientifiques, mais aussi à des amateurs qui pourraient finalement avoir besoin d'aide pour lire une partition, parce que finalement la partition, en fait le système, il lit la partition, mais en même temps la musique est jouée et chantée, donc c'est vrai que ça doit leur faire vraiment un contenu très très complet, et donc ça peut avoir des applications très intéressantes pour différents professionnels. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir développer l'IA. Là on est vraiment sur une recherche technique, on va dire. Oui, mais ce serait intéressant d'avoir l'avis des musiciens eux-mêmes par la suite. Tout à fait. Par la suite, en tout cas. Alors, autre aspect, comme toujours, la question de science. Est-ce que l'on peut
bronzer sur Mercure, écoutez... c'est vrai qu'on a envie d'aller voir ailleurs pour trouver le soleil en ce moment. Il faudra voir si on peut y aller, si on peut y rester longtemps. Autre aspect aussi, la carte blanche, très intéressante, faite par une chercheuse CNRS qui se trouve à Roscoff et qui se pose la question, finalement, qu'est-ce que l'on peut faire pour... éviter l'acidification des océans. Alors, bien sûr, il y a des études qu'ils mènent là-bas sur des algues, des micro-algues éventuellement, mais il ne reste pas moins qu'il est important de réduire nos émissions de CO2. On ne le répétera jamais assez. Fassions tous un effort, tous. Voilà, donc ça, cet aspect est important. Qu'est-ce que l'on avait aussi à dire ? Ah oui, il y a un ou deux livres. Il y a un livre qu'on m'a présenté là l'autre jour, qui s'appelle Le cri de la forêt de Guy Lagache aux éditions du Rocher, qui est intéressant parce que notamment la forêt en Afrique, au Congo ou autre, il mène toute une série d'études là-dessus. Un autre livre sur les clés des champs, à savoir est-ce que finalement il va y avoir d'autres espèces de plantes, et ça c'est paru chez Humaine Science en 2024, et puis aussi au croisement des univers parallèles où deux auteurs d'ailleurs, qui s'appellent deux astrophysiciens, Michel Carré et Joseph Silk, qui s'intéressent aux origines de l'univers et de la vie. Enfin bon, tout ça, vous le trouverez dans Science Ouest du mois de juin. Et enfin, on rappelle, Marion, l'ouverture de l'espace des sciences de Morlaix, c'est ça ? C'est ça, c'est la bonne nouvelle du mois. Oui. Effectivement, tant attendu, l'espace des sciences de Morlaix, donc c'est-à-dire la manufacture des tabacs, qui ouvrira ses portes le 2 juillet. Donc, j'invite le grand public à aller découvrir cet endroit. C'est magnifique. Moi, je suis fascinée par la salle des machines. Enfin, voilà, c'est vraiment un très, très beau lieu qui a été réhabilité et qui permet aux visiteurs de découvrir plusieurs expositions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à découvrir en famille, pour les jeunes, les moins jeunes. Il y en a pour tout le monde et c'est magnifique. Voilà, je fais le coup de pub, mais ça vaut vraiment le détour et puis c'est chouette. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement important et tellement beau qu'il y ait ce bâtiment qui va revivre vraiment avec le public. C'est fabuleux. Il y a un article consacré à cette manufacture des tabacs à Morlaix. Les expositions seront complémentaires ou tout à fait différentes de celles de l'espace des sciences de Rennes. Je vous en dis pas plus, mais pour moi, ce sont deux lieux différents. Absolument. Je pense qu'il faut même pas les comparer, c'est différent. Après, il y a des choses que l'on a pu voir il y a quelques années à l'espace des sciences. Il y a des espaces qui peuvent finalement, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes façons de faire des manips, par exemple. Je pense au laboratoire de Merlin. Là, il y a un espace où on peut aussi manipuler, découvrir, faire l'expérience soi-même. Donc là, il y a vraiment, on est dans la même dynamique, on est dans les mêmes valeurs, dans les mêmes objectifs, mais ce ne sont pas les mêmes lieux, ce ne sont pas les mêmes espaces. Pour moi, les deux sont incontournables et permettent de faire vivre les territoires, en fait, surtout. Donc voilà, donc pour les Morlaisiens, je pense que c'est vraiment un très grand événement. Mais j'invite aussi les autres à y aller. Bien sûr. Voilà, exactement. Donc vous avez Science Ouest à lire pour cet été, et vous allez dès le 2 juillet, vous pouvez vous rendre à l'espace des sciences à Morlaix, de Morlaix. Oui, et puis toutes les informations sur le site internet de l'espace des sciences, donc que ce soit pour Rennes et que ce soit pour Morlaix. Voilà, je pense que tout est inscrit. On rappelle aussi que Science Ouest est disponible à la boutique de l'espace des sciences. Oui, au laboratoire de Merlin et en ligne aussi. N'hésitez pas à aller sur le site internet, c'est très facile, vous pouvez le recevoir directement chez vous. Ou si vous voulez le feuilleter, effectivement, il est dans différents points de vente et notamment devant le laboratoire de Merlin de l'espace des sciences à Rennes. Voilà, il y a
plein d'anciens numéros aussi qui sont disponibles, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et puis nous, j'en profite pour vous le dire aussi, on sera présent, l'équipe, on tiendra un stand à la Nuit des chercheurs à Brest fin septembre, et on participera aussi à 2 événements, on en discutera pour la fête de la science. Voilà, donc on aura l'occasion aussi de rencontrer le public. Voilà. Super, merci beaucoup Marion. Mais merci à vous. Comme tous les mois, comme ça on tient nos auditrices et nos auditeurs au courant des activités scientifiques sur la Bretagne et même un peu au-delà. Voilà, toujours. On vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Prenez soin de vous. Faites du sport. Faites du sport, mais avec modération quand même. Attention à la chaleur aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin bon, attention. Ça va arriver. Ouais. Merci beaucoup, Marion. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. tous et bonnes vacances. Merci. Au revoir.